Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Voici le programme du jour et on va commencer d'abord avec notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Quelques-unes des questions que se pose toujours notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis, elle a une idée derrière la tech, elle est avec nous aujourd'hui, elle s'appelle Lisa de Bernard, bien sûr. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver. Quelle va être votre chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de Grok, le rival de ChatGPT signé Elon Musk. On voit ça avec vous dans un instant. Et puis, on va explorer aussi dans cette émission un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt dans le monde du travail, bien sûr, celui de la génération Z. Ces jeunes qui sont nés entre 1995 et 2010 arrivent sur le marché professionnel avec des attentes, vous le savez, bien différentes de celles de leurs aînés. Alors, dans un contexte où les entreprises cherchent justement à les attirer et puis à les retenir, ces talents, ces jeunes, comment peuvent-elles répondre aux nouvelles aspirations de cette génération en quête de sens, de flexibilité et puis d'équilibre? Que peuvent-elles offrir aussi pour se rendre plus attractives? Comment peuvent-elles s'adapter à ces attentes qui redéfinissent complètement les règles du jeu? On en parle avec notre invitée Coralie Bitan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice marketing et communication au sein du CESI. On en parle dans un instant, juste après le focus. D'abord, focus aujourd'hui sur une utilisation toujours saine et maîtrisée du numérique au sein des familles avec notre partenaire, le Clémy, et qui nous fait découvrir aujourd'hui un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Houston, on a un problème! C'est incroyable tous ces gens qui s'intéressent à moi. Bon, faut dire que je suis quand même quelqu'un d'exceptionnel. Si tu reçois autant de messages, c'est sûrement que tu t'es fait pirater. Mais non! Attends, regarde ce message de Cynthia. Erwan, j'espère que tout va bien, on sera toujours là pour toi. Tu t'es fait pirater. Et ben voilà, j'ai reçu la même arnaque. Ça dit que tu t'es fait agresser et qu'il faut t'envoyer de l'argent. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut faire? Bah d'abord, tu signales le faux profil. La plupart des réseaux sociaux proposent cette fonction. Et ensuite, t'envoies un message à tous tes contacts pour les prévenir et les rassurer. Ok, ça marche. Eh mais attends, ça se trouve, j'ai un homonyme? Bah ouais, un homonyme avec les mêmes amis. C'est super crédible. Bah. Quand vous surfez, pensez à activer vos dispositifs de sécurité. Restez vigilants sur l'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux. Les pirates peuvent se faire passer pour vous ou un organisme officiel pour soutirer de l'argent par tous les moyens possibles, en instaurant un faux climat de confiance. L'usurpation d'identité est un délit pénal. Si on cherchait nos homonymes sur Internet... Oh. Ah, il est bizarre celui-là. Ah, celui aussi là. Reviens en arrière, là. Ah, il est pas mal, ça, Tawa. Oh, mon roudoudou. Faut pas te vexer. Allez, voilà pour ce nouvel épisode du Clémy. Autre chose maintenant, on en a parlé en introduction, la génération Z est en train de bouleverser le monde du travail. Elle est, vous le savez, en quête de sens, d'équilibre vie pro-vie perso, d'un besoin d'autonomie aussi. Et ces jeunes apportent forcément un regard complètement neuf sur l'entreprise. Mais pour le dirigeant, justement, s'adapter à ces nouvelles attentes n'est pas toujours simple. Alors que veulent vraiment ces jeunes et comment les entreprises peuvent-elles non seulement les attirer, mais aussi les retenir et les fidéliser? On se pose la question tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, justement, Coralie Bitan. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et communication de CESI. Alors peut-être rapidement, pour commencer, le CESI, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Oui, je vais vous présenter un petit peu CESI pour vous expliquer comment on en est arrivé à lancer cette étude. Avec plaisir. Donc CESI a été créé en 1958 par des industriels pour former leurs techniciens au métier d'ingénieur. Donc on est une société qui a beaucoup formé donc, des salariés. On est devenu leader de la formation professionnelle, de l'apprentissage en France. Et plus récemment, on est devenu un acteur reconnu dans l'enseignement supérieur et la recherche en France. Donc aujourd'hui, CESI compte 25 campus en France, un peu répartis sur tout le territoire, à peu près 20 000 étudiants dans tous ces campus.
Et on forme donc du bac+3 au bac+8 dans différents domaines d'activité, donc dans l'informatique, dans le bâtiment et les travaux publics, dans l'industrie, dans la qualité, sécurité, environnement, le management et les ressources humaines. Très large. Très large, tout à fait. Et donc, en tant qu'école, on s'intéresse évidemment aux jeunes, puisqu'on a envie de les attirer. On a envie, une fois qu'ils arrivent dans nos campus, de leur faire vivre la meilleure expérience possible. On a envie aussi de les aider dans leur recherche d'emploi, donc, puisqu'on va les accompagner pour leur premier pas, leur recherche de stage, d'apprentissage, pour leur premier job. Donc, pour nous, c'était important de bien les comprendre et de donner également des clés aux entreprises, parce qu'on est partenaire de nombreuses entreprises. Notre gouvernance est composée de fédérations professionnelles, donc de représentants de grosses entreprises industrielles. Et donc, on souhaitait aussi accompagner ces entreprises à mieux décrypter et leur donner des clés pour bien comprendre cette génération. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. Effectivement, sacrée aventure, étude sur la nouvelle génération, justement son lien et son rapport surtout avec le travail. Votre enquête notamment a été menée avec Ipsos. Elle révèle notamment que 86% des dirigeants aujourd'hui perçoivent la génération Z comme différente des générations précédentes. Oui. C'est un chiffre conséquent. En quoi justement est-elle distincte, en tout cas conçue, vue comme distincte par les chefs d'entreprise, et quelles caractéristiques de cette nouvelle génération ressortent le plus auprès d'eux? Alors, juste avant de rebondir sur ce chiffre précis, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui nous a quand même surpris quand on a lancé l'étude, c'est que les résultats sont quand même plus nuancés que ce qu'on pensait. Donc déjà, c'est quand même un premier point, même si on voit des grandes différences de perception entre les dirigeants d'entreprise et les jeunes. Donc il y a 2 points particuliers que je voudrais mettre en avant, puis après je rentrerai dans le détail si vous le souhaitez. Le premier point, c'est autour de la perception du travail. Ils ont une perception différente du travail. Les dirigeants, ils interprètent que les exigences de la génération Z, ils l'interprètent comme un manque d'engagement et d'investissement, alors qu'il s'agit en réalité d'un besoin de réactivité et de respect des conditions. De l'autre côté, l'investissement des jeunes, il dépend d'une contrepartie immédiate, notamment sur des sujets de flexibilité, de valeur et de reconnaissance. Donc, si on pouvait donner un titre à cette enquête, ce serait Génération Z, patron d'entreprise, le grand malentendu. Très intéressant. Donc, si vous voulez, je décline un petit peu ce que pensent les dirigeants. Avec grand plaisir, justement, et merci pour cette introduction. Je le rappelais, 86% d'entre eux perçoivent la génération Z comme différente des générations précédentes. Ça, c'est d'abord un chiffre qui vous a surpris ou... Pas vraiment. Je pense que toutes les générations ont pensé que les jeunes étaient différents d'eux, quand même. On peut l'avouer. Alors, en quoi elle est différente, justement? Parce que vous avez commencé à nous parler, justement, de la flexibilité, de nouvelles attentes aussi du monde du travail. Oui. Donc, quand on leur a posé la question, est-ce que cette génération est comme les autres? Alors, non. Selon les chefs d'entreprise, cette génération, elle est très différente. Donc, 86%, comme vous le disiez, estiment qu'elle est différente. 7 sur 10 estiment qu'il est difficile d'identifier leurs aspirations. D'accord. Et 50% des dirigeants estiment qu'il est compliqué de les faire évoluer dans le monde de l'entreprise. Donc, ils ont quand même heureusement, ils les perçoivent positivement sur différents points, qui sont en particulier l'ambition, l'innovation et la maîtrise des outils digitaux. Donc ça, c'est sans grande surprise. Néanmoins, près de 80% d'entre eux les jugent vraiment plus attentifs à l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ils les trouvent moins investis que leurs aînés et moins respectueux de la hiérarchie et de l'autorité. Et donc, et c'est ça qui est vraiment très important, je pense, 72% des patrons considèrent qu'ils sont moins fidèles. Et ça, c'est une valeur cardinale pour les patrons d'entreprise, la fidélité. Donc c'est là qu'on arrive au point le plus délicat, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que pour les chefs d'entreprise, la fidélité et l'investissement dans le travail, dans l'entreprise, sont clairement en retrait par rapport aux générations précédentes. Au profit d'une aspiration plus importante pour l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est pas facile justement à la fois d'attirer aujourd'hui ces talents parce qu'ils peuvent aller un peu n'importe où et puis surtout pour les retenir parce qu'ils ont effectivement, s'ils n'ont pas, en tout cas de ce qu'on comprend de votre étude et puis de ce qu'on aborde régulièrement dans l'émission et de ce qu'on voit dans les médias, s'ils n'ont pas cet équilibre vie perso, un salaire qui va bien et puis surtout cette quête de sens et d'engagement dans leur travail, ils vont ailleurs, même s'ils n'ont pas forcément un CDI ou un autre job à côté. Tout à fait, mais on va
revenir parce qu'ils ont quand même beaucoup de qualités. Je voudrais quand même qu'on revienne beaucoup sur toutes leurs qualités. Et en fait, ils ont besoin d'un deal avec l'entreprise. Donc, c'est ça qui est intéressant quand même. Parce que, alors, qu'est-ce qu'il faut leur proposer, justement? Alors, attendez. Donc, si je peux me permettre aussi, ce qui est intéressant aussi par rapport au point de vue des dirigeants, je voudrais juste finir sur leur point de vue. J'ai juste 2 petits points encore à vous partager. C'est que, justement, leurs avis, ils sont très divergents par rapport à l'intégration des jeunes dans l'entreprise. 40% des dirigeants pensent que l'arrivée de la génération Z dans l'entreprise va améliorer l'organisation du travail. Et presque 40% de l'autre côté estiment à l'inverse que l'arrivée des jeunes est susceptible de désorganiser le travail dans l'entreprise. Comment ça? C'est intéressant. Comment ça? Parce que là, ils craignent en fait que les attentes, les envies, la manière de travailler désorganisent l'entreprise. Donc c'est quand même intéressant. La rapidité, on va y revenir après. Donc cette problématique, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, elle s'accompagne de problématiques de recrutement, de fidélisation forcément de cette génération. Et ça se joue aussi beaucoup sur le sujet de la rémunération. Mais on va y revenir un petit peu après si vous voulez. Alors justement, je voudrais revenir sur le sujet de la fidélité dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'effectivement, vous le disiez, 77% des dirigeants considèrent la génération Z comme moins prête à sacrifier justement son équilibre vie pro, vie perso que ses aînés. D'abord, est-ce que c'est une affirmation qui se confirme chez les jeunes? Et puis surtout, sur ce sujet de fidélité, c'est-à-dire que si ces jeunes n'ont pas tous ces points-là, vous avez commencé à nous évoquer en début d'émission, ils s'en vont. Comment on fait du coup pour les dirigeants qui nous regardent et qui se disent « Ok, ça c'est les chiffres et c'est bien cette étude, mais comment concrètement je fais pour justement les fidéliser et les retenir ?» Je vais y venir, mais pour répondre à la question, je voudrais d'abord justement parler d'eux et de ce qu'ils pensent. Parce que je pense que c'est important. Allez-y, mais j'ai besoin d'une petite réponse parce que je pense qu'ils se posent la question aussi. Oui, j'arrive aussi. Donc, contrairement, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que contrairement aux perceptions négatives des dirigeants, les jeunes se sentent très investis par la valeur travail, très respectueux de cette valeur travail. L'enquête, elle montre sur bien des points que cette génération n'est pas si éloignée de leurs aînés. C'est là que je voudrais quand même mettre un petit bémol par rapport à ces frayeurs potentielles qui pourraient être là. Premier constat, donc, qui va complètement à l'encontre de la perception des chefs d'entreprise. Le travail et la réussite professionnelle sont des points très, très importants pour la génération Z. Il n'y a pas de déni du travail et pas d'envie de ne pas s'impliquer. Ça, c'est quand même important. 84% de cette classe d'âge dit avoir le goût du travail. Et c'est ce critère-là, le goût du travail, qui est jugé le critère le plus important pour réussir sa vie professionnelle. Ce critère à 84%, il est bien devant les relations à 46%, le réseau qui est à 46% et les diplômes qui est à 44%. Donc c'est quand même important. Et c'est conforté dans l'équipe par d'autres affirmations du type, ils sont 91% à estimer qu'avoir un travail qu'on apprécie est une condition pour être heureux. C'est important. Ils sont 85% à considérer que réussir sa vie professionnelle est un objectif essentiel. Donc attention aux raccourcis qu'on peut entendre, aux idées reçues qu'on voit un petit peu partout. Donc ça, c'est un premier point. Je veux défendre les jeunes. Rapidement, non, mais je comprends, mais il faut qu'on enchaîne. Effectivement, si ça vous dérange pas, effectivement, avec grand plaisir. On va juste faire un petit tour avant de continuer nos échanges, bien sûr, du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Getting ready for the day you're born again.はい、こちら黄色のですね、レバーを手前に引いていただきます。で、黒のレバーを持っていただきまして、引き出していただきます。で、座席ですね、折りたたみになってますので、これ上げていただく。で、これ、テーブルがですね、ちょっと当たっちゃいますので、一回上げていただきまして、はい、戻していただくので、これフラットに、はい、することができます。反対側も同じようにすることでですね、足を伸ばしていただいたりとか、そういった風にですね、ご利用いただけることができます。
Excuse me, what the fuck? Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Coralie Bitan. Mais juste avant de reprendre nos discussions, Coralie, justement, on va laisser la place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Lisa, depuis quelques mois, on entend beaucoup parler de Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, connue notamment pour sa grossièreté, c'est vrai, et ses opinions parfois un peu décalées. Et justement, le patron de X a un nouveau projet pour son IA, selon une information du Wall Street Journal. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, Grok Philippines, c'est la réponse d'Elon Musk à ChatGPT, un chatbot développé par son entreprise xAI, conçu pour rivaliser avec les leaders actuels de l'IA, comme OpenAI, Google Gemini ou encore Claude, jusqu'à présent accessible via la plateforme X, anciennement Twitter. Grok s'apprête à débarquer sous forme d'une application mobile pour iPhone et Android. L'objectif, proposer une alternative à ChatGPT ou autrement dit, de rattraper le retard accumulé face à ses concurrents et surtout se rapprocher d'une promesse qu'il a fait il y a quelques mois, Elon Musk, faire de son IA la plus puissante du monde d'ici le mois de décembre. Enfin, l'arrivée sur mobile pourrait surtout permettre de démocratiser l'accès à Grok qui, pour l'instant, est limité aux abonnés premium de X. D'accord. Alors concrètement, comment ça fonctionnerait justement cette application ? Eh bien, a priori, l'application mobile devrait tourner avec Grok 2, la même itération que la version web. Quant à la forme, là encore, on se dirige vers quelque chose d'assez semblable de ce que propose la concurrence. Côté modèle économique, on n'a là que très peu d'informations, mais si xAI planifie une version gratuite, certaines fonctions pourraient rester réservées aux abonnés premium, comme le propose déjà OpenAI et Google, puisque comme à son habitude, Musk mise certainement sur le fait d'attirer un large public pour dans un même temps fidéliser de nouveaux abonnés et de nouveaux utilisateurs payants. Alors est-ce que ce projet pourrait-il vraiment concurrencer ChatGPT, Lisa ? Eh bien, c'est l'ambition de xAI qui a récemment reçu des investissements conséquents dans ce sens pour développer et accélérer le déploiement de Grok. 10 milliards de dollars levés sur 12 mois. À côté de ça, même si Grok est souvent la cible de critiques, il faut lui reconnaître une force qui le différencie de ses concurrents. C'est la possibilité de l'IA de puiser dans les données de X pour alimenter son modèle et ses réponses, mais également dans les données de Tesla. Alors, le plus important, Lisa, c'est pour quand tout ça est prévu, justement, on se pose toute la question. Eh bien, au risque de faire des déçus, malheureusement, on n'a pas encore de date officielle pour cette application. Néanmoins, il semblerait qu'elle soit attendue courant décembre. Il va donc falloir encore patienter quelques jours, voire quelques semaines pour découvrir l'application. Bon, écoutez, vous reviendrez nous en parler, en tout cas, dès que ça sort, évidemment. On a hâte de suivre tout ça. Merci beaucoup, Lisa. Et puis, on lance ensemble, toutes les trois, la deuxième partie du talk. Et on est de retour, bien sûr, toujours sur le plateau avec notre invitée aujourd'hui, Coralie Bitan, directrice marketing et communication du CESI, pour parler justement de cette étude dont on a présenté en long, en large et en travers. Et c'est important, justement, les contours, pourquoi les jeunes, comment les jeunes interagissent aussi avec le monde du travail. C'est important, et vous me disiez en préparant cette émission, de sortir des clichés. Parce que c'est vrai, Coralie, et vous avez raison, on dit plein de choses sur cette nouvelle génération, notamment dans les médias.
dont je ne vais pas présenter les détails parce qu'on s'en doute tous, mais malgré la perception des dirigeants, il y a un chiffre qui m'a beaucoup intéressé parmi les autres dans votre étude, c'est que 84% des jeunes, pourtant on dit qu'ils sont flemmards, qu'ils n'ont pas envie de bosser, qu'ils ont envie d'autre chose, etc. Mais pourtant 84% des jeunes déclarent dans votre étude avoir un véritable goût pour le travail. Comment vous expliquez justement ce décalage entre la perception que le grand public peut avoir, celle des chefs d'entreprise, et puis la réalité justement des jeunes professionnels? Alors, le décalage, il s'explique par plusieurs points. Juste, il y a deux autres points qui sont hyper importants et je vais répondre à la question. Le point suivant, donc, ils ont le goût du travail. Ils aiment l'entreprise aussi, parce qu'on dit beaucoup que les jeunes n'ont plus envie de travailler, n'aiment pas l'entreprise, mais l'étude, elle a révélé que les jeunes aiment l'entreprise. Une large majorité a envie d'y travailler. 73% d'entre eux ont envie de créer leur entreprise, de devenir entrepreneur. Donc c'est loin des clichés aussi qu'on peut entendre. Mais ça, c'est très différent. Créer son entreprise, c'est très différent de bosser dans une entreprise. Oui, ouais, mais ils aiment l'entreprise au sens large, néanmoins. D'accord. Il n'y a pas de contradiction. Oui, c'est sûr, mais c'est pas le même métier. C'est pas le même métier, tout à fait. Et justement, les responsabilités, parce qu'on entend toutes sortes de clichés aussi sur les responsabilités. Donc, contrairement à ce qu'on dit, cette jeune génération, elle est intéressée par les responsabilités. Donc, on est encore très loin du manque d'engagement et d'investissement qui colle à la peau de cette génération. Les 3/4 des 18-28 ans se disent prêts à réaliser des tâches supplémentaires, à assumer des responsabilités qui ne sont pas dans leur fiche de mission. Et ça, c'est complètement en contradiction avec l'image des dirigeants. Donc, c'est intéressant. Donc, et pourquoi les jeunes qu'est-ce qui caractérise cette génération aussi? C'est important. Je pense c'est la confiance dans l'avenir professionnel. Voilà ce qui caractérise cette jeune génération par rapport aux générations d'avant. Et c'est peut-être là qu'il y a un point vraiment de changement. C'est que 78% d'entre eux se déclarent confiants quant à leur avenir professionnel. Et quand ils sont dans l'emploi, ils sont 81% à se dire confiants dans leur avenir professionnel. Donc, eux, ils n'ont pas d'inquiétude sur la suite, leur avenir, etc. Et c'est certainement ça qui crée aussi cette bascule avec les patrons, parce que cette confiance, elle nourrit un sentiment de liberté, d'assurance, et donc ça change le rapport au travail. Avec pour corollaire des attentes très fortes en matière du côté des entreprises, parce que du coup, ils sont confiants, eux, ils ont envie de s'investir. Ils ont un rapport sain avec le travail. Ça vient avec des contreparties, l'entreprise, ils sont ce qu'on pourrait dire exigeants. Donc les patrons peuvent les trouver exigeants. Donc effectivement, les facteurs d'autonomisation au sens large, ils sont très importants pour eux. Donc qu'on leur offre la possibilité de prendre des responsabilités, d'être formés, d'évoluer. Mais néanmoins, ce qui reste le plus important pour eux, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, bien sûr. Et le salaire. C'est les deux points les plus importants qui viennent néanmoins par-dessus le sujet. Alors là, évidemment, c'est pas toujours évident, comme vous dites. Les valeurs aussi d'entreprise, 74% des jeunes, Coralie, déclarent qu'il est important que les valeurs de l'entreprise soient en accord avec les leurs. C'est nouveau, ça, par rapport à leurs aînés, à la génération En tout cas, précédente. là, c'est plus massif, parce que là, on parle de 74%, et je pense que ce qui change aussi, qui est lié à leur confiance, c'est qu'ils sont prêts à démissionner si ça ne correspond pas. Exactement. Je pense que la grosse différence, elle est là par rapport à leurs aînés, où ça devait être peut-être... parce que les études sur les générations X, les générations précédentes, on entendait que c'était des points importants. On entendait déjà équilibre vie pro, vie perso, on entendait déjà valeur. Mais là, peut-être ce qui change, certainement lié à la confiance en l'avenir professionnel, c'est que si l'entreprise, elle n'est pas en adéquation avec ses valeurs, alors notamment en termes d'environnement, d'impact sociétal, ils sont prêts à démissionner. C'est ça qui change, ça c'est le premier point. Et donc, elle doit être soit en accord parfaitement, soit être, quand c'est des entreprises d'autres secteurs d'activité, mener et démontrer qu'elle réalise des actions pour s'améliorer, pour améliorer. Donc ça, c'est des valeurs importantes. Ça veut dire, pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais que ça n'est pas qu'une question de communication pour les jeunes, cette question de valeurs. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise, et c'est primordial maintenant, contribue à faire changer la société d'une manière ou d'une autre. Et ils veulent avoir les preuves, oui. Ils sont exigeants là-dessus. Ça, c'est des sacrés bouleversements pour les entreprises et pour la société d'ailleurs, et c'est très bien sans doute. Et alors, un bémol par rapport à ça, et c'est peut-être lié aussi à ça, c'est que les jeunes, ils sont très inquiets sur leur... ils ont un niveau d'anxiété qui est très élevé. Ils sont 75%, si je ne dis pas de bêtises. 7 sur 10 se disent touchés par l'anxiété et 15% très anxieux.
Donc c'est peut-être aussi ça, par rapport à l'avenir, l'impact sociétal, etc. Paradoxal. Ils sont anxieux pour leur avenir lié à l'environnement, je pense, et pour ça qu'ils sont très... Et pour autant, ils sont confiants par rapport à leur avenir professionnel. Ouais. Deux choses complètement différentes que vous avez réussi justement à délimiter dans l'étude. Ouais. C'est intéressant. Bon, ça, j'imagine que ça vient avec des conséquences aussi, cette crainte. Et oui, tout à fait. Alors, elle vient avec des conséquences. Alors ça, c'est encore tout un autre sujet. Mais vous me demandiez tout à l'heure quelles sont les solutions pour les entreprises. Hein. Donc, ce que je peux conseiller aux dirigeants, c'est de bouger, mais vite. De répondre à leurs attentes vite, c'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui souhaite une augmentation, une rémunération, attend une réponse. Alors je ne dis pas que l'entreprise va répondre toujours positivement à leurs attentes. Bien sûr. En revanche, ce qui change beaucoup, c'est cette rapidité d'action en fait. C'est de prendre en compte ses besoins et de donner des réponses et une vision sur la suite à cette génération. Je pense que, et c'est ça qui est forcément compliqué quand on gère une entreprise dans un monde qui est complexe, etc. Donc c'est bien cet enjeu-là qui est difficile. Bien sûr. Et c'est là, je pense que c'est là que tout se joue. Donc, si on peut donner des conseils aux entreprises, c'est de s'organiser pour pouvoir aussi répondre vite à ces générations. Je ne dis pas de répondre à tous les enjeux, évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les envies. Non, bien sûr. L'enjeu, il est de pouvoir s'organiser pour être plus rapide dans les réponses. Mais en tout cas, vous soulevez un sujet intéressant, c'est-à-dire que c'est une génération qui, effectivement, vit continuellement dans ce sujet de l'immédiateté. Peut-être que ce sujet-là, il démarre peut-être dès la phase de recrutement, c'est-à-dire que quand on dépose une candidature dans une entreprise, si on n'a pas une réponse très rapidement, en fait, on va voir ailleurs. Et peut-être que c'est ça aussi, ce rapport de confiance dans les entreprises qu'ont les jeunes. J'en fais une déduction, mais j'imagine aussi que ça bouleverse aussi toutes les étapes dès le recrutement. Certainement. Alors, on ne l'a pas mesuré là dans l'enquête, mais on voit bien le parallèle et la suite logique avec ces éléments-là, où les entreprises ont déjà pris en compte ces éléments. On voit bien qu'aujourd'hui, un processus de recrutement, alors je ne vais pas dire moi quand j'étais jeune, mais enfin, ça prenait des mois avant d'avoir des réponses d'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise qui souhaite recruter, elle n'attend plus des mois et les services recrutement sont à une autre échelle de rapidité pour traiter les dossiers. Donc oui, évidemment. Et ce que je voulais dire, c'est quand même que donc ils démissionnent pas forcément tout de suite. Hein. Les jeunes, ils sont prêts à privilégier le dialogue. Ils ont envie de dialoguer avec l'entreprise et ça, ils l'affirment. Hein. Et donc je pense que c'est là que ça se joue. Il faut que les entreprises puissent apporter des réponses. Ça, c'est la première chose. Et de manière rapide. Voilà, c'est vraiment les deux points. Donc, tous les sujets, tous les enjeux aujourd'hui, c'est de réussir à trouver des solutions pour comprendre comment améliorer la compréhension mutuelle des jeunes et des dirigeants pour répondre aux attentes sociétales, donc l'environnement, l'impact social, tout en conservant l'engagement de ces jeunes. Donc, tout le travail est là maintenant. Et c'est un sacré enjeu, effectivement, qu'on a essayé de décrypter, en tout cas avec vous aujourd'hui, Coralie Bitan. Merci d'être venue sur le plateau de l'École du Futur pour nous présenter les résultats de cette enquête. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et communication du CESI. Merci aussi à vous, Lisa de Bernard, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, comme tous les jours, vous le savez, dès demain, dès 12h30 et toujours sur School TV, on se retrouve dans l'École du Futur. Et d'ici là, passez une très bonne journée.